La première nuit de mon nouveau travail de gardien de sécurité dans cet immeuble m'a semblé interminable. Dès que j'ai franchi les portes, une odeur de renfermé et de métal froid m'a envahi et une sensation étrange s'est accrochée à moi. Ce bâtiment, je l'avais souvent vu de loin, un vestige ancien, presque oublié au milieu de la ville moderne. Mais maintenant que j'étais là, seul dans son hall immense et silencieux, l'endroit semblait presque vivant, comme s'il respirait dans les ténèbres. Je savais que cet immeuble avait une histoire, que des vigiles avant moi avaient démissionné sans explication. Certains parlaient de lumière vacillante, d'ombres se glissant le long des murs, d'un ascenseur qui se déplaçait tout seul. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était que des rumeurs, des histoires inventées pour effrayer les nouveaux. Mais malgré moi, une petite part de moi restait en alerte. Attentive au moindre bruit, au moindre mouvement. Mon regard se posa sur l'ascenseur, cet ancien modèle en fer forgé qui trônait au fond du hall. Sa porte grinçait en s'ouvrant, et même à distance, je pouvais sentir son odeur de vieux métal et de poussière. Sans savoir pourquoi, une étrange sensation monta en moi. Cet ascenseur me regardait. Je savais que c'était absurde, mais j'avais cette impression inexplicable qu'il m'observait, comme s'il m'attendait. Les heures passèrent, et la monotonie de mon poste se mêla à une tension sourde qui ne me quittait pas. Soudain, aux alentours de minuit, j'entendis un bruit sourd. Je levai les yeux vers l'écran de la caméra de surveillance. L'ascenseur? Il venait de se mettre en mouvement. Le bruit de l'ascenseur me fit sursauter. L'écran de surveillance montrait que la cabine montait, lentement, étage par étage, sans que personne ne semble l'avoir appelé. Je sentis un frisson glacé parcourir mon échine. Personne n'était censé être ici à cette heure-là. Je vérifiai les caméras des autres étages. Le bâtiment était désert. Pourtant, l'ascenseur continuait son ascension, s'arrêtant finalement au dernier étage, le 15e. Je restais figé, les yeux rivés sur l'écran, espérant que ce n'était qu'un dysfonctionnement, que la vieille mécanique se mettait en marche par elle-même. Mais une étrange pensée s'insinua dans mon esprit. Et si quelque chose ou quelqu'un se trouvait dans cet ascenseur? Le lendemain, la même scène se reproduisit, toujours à minuit pile. Cette fois, je décidai d'aller vérifier par moi-même. Armé de ma lampe de poche et avec le cœur battant à tout rompre, je traversai le hall silencieux, me dirigeant vers l'ascenseur. La porte était fermée, mais je sentais presque une présence, une énergie pesante qui semblait irradier de la cabine. Quand je me décidai à appuyer sur le bouton pour appeler l'ascenseur, il émit un grincement sourd, et j'entendis un léger écho, comme un murmure étouffé qui résonnait dans le puits d'ascenseur. Mon instinct me criait de partir, de quitter cet endroit et de ne jamais revenir. Mais une force inexplicable me poussait à rester, à découvrir ce qui se cachait derrière ces étranges déplacements. La porte de l'ascenseur s'ouvrit lentement dans un grincement sinistre, me dévoilant l'intérieur sombre de la cabine. Je pris une profonde inspiration et entrai, allumant ma lampe de poche pour briser l'obscurité oppressante. À peine avais-je mis un pied à l'intérieur que les portes se refermèrent derrière moi, comme si l'ascenseur avait attendu ce moment précis pour m'enfermer. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le bâtiment pouvait l'entendre. J'appuyais sur le bouton du dernier étage, comme poussé par une volonté qui n'était pas la mienne. La cabine commença son ascension avec un léger tremblement, le moteur gémissant dans les profondeurs du puits. À chaque étage franchi, je ressentais une montée d'angoisse, un poids invisible s'accumulant dans mon estomac. Les murs de la cabine semblaient se rapprocher. L'air devenait de plus en plus lourd, presque suffocant. Au moment où l'ascenseur atteignit le 15e étage, les lumières se mirent à vaciller. Une silhouette floue se dessina devant moi, juste à l'extérieur des portes. C'était une figure humaine, mais son visage était indistinct, comme noyé dans une ombre qui semblait absorber toute lumière. Je voulais reculer, sortir de cet endroit, mais mes jambes refusaient de bouger. Mes yeux étaient rivés sur cette forme fantomatique qui semblait m'observer avec une intensité glaciale. Soudain, la silhouette entra dans l'ascenseur. Je sentis un froid intense envahir l'espace, me paralysant. La porte se referma, et dans le silence oppressant, je compris que j'étais piégé. Le froid était si intense que ma respiration se transformait en nuage de buée.
J'étais figé, incapable de bouger, comme si une force invisible m'empêchait de résister. La silhouette était là, face à moi, son visage à moitié dissimulé dans l'ombre. Mais ce qui me glaça le sang, ce n'était pas son apparence, mais l'expression vide de ses yeux, deux abysses sombres qui semblaient m'engloutir. Puis, sans que je sache comment, je me retrouvais projeté dans une scène étrangement familière. Je reconnus le hall de l'immeuble, les mêmes murs froids, la même odeur de métal, sauf que tout semblait légèrement flou, irréel, comme un souvenir lointain. J'étais de retour à l'instant où j'avais franchi les portes pour la première fois cette nuit-là. Mais avant que je puisse comprendre ce qui se passait, le décor changea brusquement, et je me retrouvais à nouveau dans l'ascenseur, face à cette silhouette. Une sensation d'angoisse insoutenable me submergea. Puis, encore une fois, je revécus l'instant où je pénétrais dans le hall. Ce cycle infernal se répétait, encore et encore. À chaque itération, les détails devenaient de plus en plus déformés, comme un cauchemar qui se transforme en quelque chose de plus sombre et de plus terrifiant. J'entendais des murmures autour de moi, des voix étouffées qui semblaient chuchoter mon nom, des rires sourds qui résonnaient dans les ombres. J'étais piégé dans cette boucle, obligé de revivre ce même moment interminable, chaque fois avec un sentiment de peur qui s'amplifiait. Peu à peu, une pensée effrayante s'insinua dans mon esprit. Et si je devais vivre cet instant pour l'éternité? Après ce qui sembla une éternité, quelque chose changea. La boucle infernale se brisa, mais ce n'était pas pour me libérer. Je me retrouvais de nouveau dans l'ascenseur, face à cette figure sombre, mais cette fois, il n'y avait plus de retour en arrière, plus de répétition. Un silence glacial s'installa. La silhouette s'approcha, et pour la première fois, je vis clairement son visage. C'était moi. Ce visage que j'observais, déformé par une expression de terreur, n'était autre que le mien, comme un reflet sinistre de ce que j'étais devenu. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. J'avais perdu tout contrôle de mon corps, toute volonté. Une froideur surnaturelle me traversa, et je compris que j'étais devenu cette figure, ce spectre que j'avais tant redouté. Désormais, j'étais celui qui attendrait dans l'ombre, prisonnier de cet ascenseur, condamné à répéter cet instant pour chaque nouvel arrivant. Le silence du bâtiment était plus pesant que jamais. Je sentais le temps glisser, mais sans jamais avancer réellement. Puis, après ce qui sembla des heures, ou peut-être des jours, j'entendis les pas d'un nouveau gardien de nuit entrant dans le hall. Je l'observais, impuissant, sachant exactement ce qui l'attendait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent lentement devant lui, et je sentis un étrange mélange de terreur et de résignation. Il s'approchait, inconscient de son destin, et moi, j'étais là, enfermé dans les ténèbres, à l'attendre, comme le dernier maillon d'une chaîne infernale sans fin. Je m'appelle Camille, et je suis téléphoniste de nuit dans un hôpital psychiatrique perdu en pleine campagne. La nuit, ce lieu devient presque autre chose. Les couloirs vides, les plafonniers qui vacillent, le silence lourd que même les murs semblent retenir. Tout contribue à créer une atmosphère oppressante. Travailler ici, surtout la nuit, n'est pas chose aisée. La solitude pèse, et les heures s'étirent. Cette nuit-là, tout semblait normal. J'étais seul dans la petite salle de téléphonie, écoutant d'une oreille distraite les bruits de fond, le bourdonnement des appareils, le bruit des vieux radiateurs qui peinent à chauffer la pièce. Puis, vers 3 heures du matin, le téléphone a sonné brusquement, brisant le silence. J'ai sursauté, même si je devrais être habitué aux appels nocturnes. Pourtant, cette sonnerie avait quelque chose de dérangeant, un son plus strident, presque agressif. J'ai décroché, essayant de garder un ton professionnel. Hôpital Saint-Rémy, Camille à l'appareil. En quoi puis-je vous aider? Il y a eu un silence, et puis une voix, basse et tremblante, a murmuré. Aidez-moi, je suis enfermé dans une des chambres. La voix était fragile, brisée par une panique que j'ai immédiatement ressentie au plus profond de moi. Elle semblait à la fois proche et lointaine, comme si elle se noyait sous des couches de désespoir. Je tentais de lui parler, de lui demander son nom ou la chambre où elle se trouvait, mais la ligne a coupé avant que je puisse obtenir quoi que ce soit. J'ai reposé le combiné, troublé. Des appels inquiétants, j'en avais déjà eu, mais celui-ci me semblait différent. Trop réel, trop empreint de peur pour être une simple farce.
Mon regard s'est porté vers l'horloge murale. 3 heures du matin. L'heure où les ombres prennent vie, dit-on souvent. Je secouai la tête, me répétant que ce n'était sans doute rien, qu'il valait mieux que je me concentre. Pourtant, au fond de moi, un malaise grandissait, comme une sensation d'être épié, une angoisse sourde qui me donnait l'impression que quelque chose n'allait pas. Le téléphone n'a pas tardé à sonner de nouveau. Cette fois-ci, le son m'a semblé encore plus insistant, perçant le silence de la salle de téléphonie comme un cri à travers la nuit. J'ai décroché, mon cœur battant plus fort que je ne voulais l'admettre. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis enfermé. On m'a oublié. » La même voix tremblante, maintenant encore plus désespérée, murmurait à l'autre bout du fil. Il y avait quelque chose de presque suppliant dans son ton, comme si chaque mot venait du plus profond de sa peur. « Dites-moi où vous êtes, » qu'ai-je répondu, essayant de garder mon calme. « Dans quelle chambre êtes-vous? Je peux envoyer quelqu'un. » Mais encore une fois, la ligne s'est coupée, me laissant seul avec un sentiment grandissant de malaise. Mon esprit s'est accroché à cette voix. Elle m'était étrangement familière. Un frisson glacé m'a parcouru quand j'ai réalisé que ce murmure, cette intonation, ressemblait à la mienne. C'était comme si j'écoutais un écho lointain de moi-même, un reflet d'une détresse que je ne pouvais saisir, mais qui, d'une certaine manière, résonnait profondément. Les appels se sont intensifiés au fil des minutes, la voix de plus en plus affolée. Elle répétait toujours les mêmes mots. « Aidez-moi, je suis enfermé, on m'a oublié. » À chaque nouvelle interruption de la ligne, mon cœur s'alourdissait un peu plus. Je sentais une angoisse sourde monter, une peur instinctive et inexplicable qui s'insinuait dans mon esprit. J'ai tenté de vérifier d'où provenaient les appels, mais le numéro ne correspondait à aucune chambre réelle. C'était comme si cette voix égarée provenait de nulle part. Un appel lancé depuis une faille dans le silence, un cri perdu dans l'oubli du temps. Malgré moi, je savais que je ne pouvais pas ignorer ce dernier appel. Je devais comprendre d'où venait cette voix, même si chaque fibre de mon être me hurlait de ne pas quitter cette salle. Le silence retomba après le dernier appel, mais l'angoisse, elle, ne me quittait plus. Je sentais une oppression dans ma poitrine, comme si l'air autour de moi était devenu plus dense, presque palpable. Je savais que quelque chose clochait. La voix, cette supplication désespérée, résonnait encore dans ma tête, me poussant à agir. Après quelques minutes d'hésitation, j'ai pris une grande inspiration, me répétant que ce n'était rien. Peut-être juste un patient en crise. Je me levai, attrapai mon badge et les clés du secteur. J'avais l'intention de vérifier les chambres, de prouver à mon esprit rationnel qu'il s'agissait d'une simple erreur, d'un appel fantôme ou d'une mauvaise connexion. Les couloirs de l'hôpital étaient plongés dans une obscurité presque totale, seulement éclairés par de faibles néons qui clignotaient parfois, projetant des ombres étranges sur les murs. Mes pas résonnaient dans le silence lourd, et chaque écho semblait renforcer ce sentiment d'être observé, traqué par quelque chose d'invisible. Arrivé devant la chambre mentionnée, je sentis mon cœur s'accélérer. La porte était légèrement entr'ouverte, ce qui était déjà étrange, car toutes les chambres devaient normalement être fermées à clé. Avec une nervosité grandissante, je poussai la porte, laissant mon regard parcourir la pièce vide. Rien. Pas de patient, pas de signe d'agitation, juste une chambre ordinaire plongée dans une tranquillité sinistre. Mon souffle se bloqua lorsque mes yeux se posèrent sur le sol près du lit. Là, à moitié caché par une ombre, se trouvait mon propre badge, celui que je portais toujours accroché à mon uniforme. Je restais figé, une vague de frissons glacés me parcourant l'échine. Comment mon badge avait-il pu se retrouver là? J'étais certaine de l'avoir avec moi lorsque j'avais quitté la salle de téléphonie. Je m'accroupis pour le ramasser, mais ma main tremblait tellement que je faillis le lâcher. À cet instant, je sentis une présence, quelque chose derrière moi, m'observant dans un silence glacial. J'eus le réflexe de lever les yeux vers la fenêtre située de l'autre côté de la pièce, et ce que j'y vis me glaça le sang. Mon propre reflet, debout dehors, me fixant avec des yeux remplis de la même peur que celle que j'avais entendue au téléphone. C'était moi, mais prisonnière de l'autre côté de la fenêtre, comme un fantôme cherchant désespérément à entrer. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser.
Je restais immobile, figé par l'effroi, fixant mon propre reflet à travers la fenêtre. Ce visage, mon visage, avait une expression de terreur que je ne reconnaissais pas. C'était comme si une partie de moi-même se trouvait de l'autre côté, emprisonnée dans une réalité à laquelle je ne pouvais accéder. J'essayais de détourner les yeux, mais quelque chose dans ce reflet m'hypnotisait. La silhouette de moi, de l'autre côté de la vitre, semblait frapper silencieusement. Ses lèvres se mouvant dans un appel muet, comme si elle tentait de me dire quelque chose. Je ne pouvais entendre aucun son, mais je savais ce qu'elle disait. « Aide-moi, libère-moi ». Une panique sans nom me submergea, et j'eus le besoin irrépressible de m'échapper de cette pièce. Je me redressai, tenant mon badge dans une main tremblante, et reculai lentement vers la porte. Mais à chaque pas que je faisais en arrière, le reflet dans la fenêtre avançait, comme s'il essayait de me suivre, ou pire, de prendre ma place. Dans un élan de terreur, je m'élançai hors de la chambre, le cœur battant à tout rompre. Les couloirs semblaient avoir changé, plus sombres, plus étroits, comme si les murs se refermaient sur moi. À mesure que je courais, le bruit de mes pas résonnait étrangement, se transformant en un écho que je ne reconnaissais pas, comme si quelqu'un me suivait de près, mais que je ne pouvais pas voir. Je finis par atteindre la salle de téléphonie, essoufflé, la sueur froide coulant le long de mon visage. J'attrapais la poignée de la porte, mais celle-ci était inexplicablement verrouillée. J'étais pourtant certaine de l'avoir laissée ouverte en partant. Je tambourinais sur la porte, appelant à l'aide, mais mes propres cris semblaient étouffés, comme si personne ne pouvait m'entendre. En désespoir de cause, je collai mon visage contre la petite fenêtre de la porte pour regarder à l'intérieur. Et ce que je vis me paralysa sur place. Là, dans la salle de téléphonie, assise devant le bureau, il y avait une autre moi, tenant le combiné et répondant au téléphone, comme si elle n'avait jamais quitté son poste. Je réalisai alors, avec une horreur indicible, que j'étais celle qui se trouvait dehors, celle qui appelait à l'aide, et que cette autre moi était désormais à ma place. Je reculais, submergé par une panique qui me paralysait presque. Mes mains tremblaient, mon souffle devenait erratique. J'étais dehors. Enfermé dans ce couloir glacial, je n'avais plus d'existence que dans ce reflet désespéré. Je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar, mais la réalité implacable de la situation s'imposait à moi. La moi, à l'intérieur de la salle de téléphonie, se comportait comme si de rien n'était. Elle continuait son travail, décrochant le téléphone, prenant des notes, souriante, comme si tout était parfaitement normal. C'était moi, mais sans l'être. C'était une version de moi-même, vide, mécanique, insensible à la terreur que je vivais. Je hurlais, frappant frénétiquement à la porte en espérant que l'autre me remarquerait enfin. Mais elle ne leva même pas les yeux. Chaque coup contre la porte résonnait dans le couloir comme un écho d'abandon. Je sentais mes forces m'abandonner, une fatigue sourde, presque surnaturelle, s'emparant de mon corps. C'était comme si le simple fait d'exister ici, dans cet entre-deux, drainait la moindre parcelle de vie en moi. Puis, tout devint encore plus étrange. Les lumières du couloir se mirent à vaciller, et une silhouette indistincte apparut au bout du couloir, avançant lentement vers moi. Ses traits étaient flous, comme une ombre qui se mouvait dans l'obscurité. Je sentis une terreur glaciale m'envahir alors que je comprenais. Cette entité, quoi qu'elle soit, était là pour moi. Elle venait m'emmener quelque part où, je le savais instinctivement, je ne pourrais jamais revenir. Dans un ultime effort, je tournai la tête vers la fenêtre de la salle de téléphonie. Mon double, la moi, assise à l'intérieur, leva enfin les yeux et croisa mon regard. Pour une fraction de seconde, j'y vis une lueur de reconnaissance, un éclat de compréhension qui me donna une vague lueur d'espoir. Mais aussitôt, elle détourna le regard, ignorant ma présence, comme si j'étais un simple reflet de l'autre côté du miroir. Au moment où la silhouette me toucha, un froid mordant envahit mon corps et je sentis mon esprit sombrer dans l'obscurité. Ma dernière pensée fut que j'avais été oublié, effacé, remplacé. Et dans le silence de l'hôpital, seul un écho restait. Celui d'une voix qui murmurait, à jamais piégé dans le vide. « Aidez-moi, je suis enfermé. » La première fois que j'ai mis les pieds dans ce cimetière, une étrange sensation m'a envahi.
L'endroit était plongé dans un silence pesant, comme si les bruits de la ville avaient peur de s'aventurer ici. J'avais accepté ce boulot de vigile de nuit pour économiser un peu d'argent. Ce n'était pas l'emploi de mes rêves, mais ça payait les factures. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à faire grand-chose, mis à part quelques rondes. Juste avant de partir, le gardien de jour, un vieil homme au regard fatigué, m'a jeté un dernier regard sombre. Il s'est approché de moi, posant une main rugueuse sur mon épaule et m'a averti d'une voix grave. Ne t'approche jamais de l'ancien tombeau au centre. Jamais. Son ton m'a glacé. Il n'a rien ajouté, pas d'explication. Rien. Juste ce regard inquiet, comme s'il voyait déjà l'ombre de quelque chose sur moi. Je n'ai pas posé de questions. C'était peut-être une vieille superstition, ou simplement une façon de tester le nouveau. La nuit était bien plus noire que je ne l'avais imaginé, et la lueur de ma lampe de poche semblait insignifiante dans l'étendue sombre du cimetière. Chaque ombre prenait des formes étranges. Chaque statue de pierre semblait m'observer d'un regard silencieux. Le vent faisait bruisser les branches des arbres anciens, et je me surprenais à frissonner malgré moi. Au fond de moi, je tentais de me rassurer. Ce n'était qu'un travail comme un autre. Les premières nuits, je faisais mes rondes en essayant de penser à autre chose. Mais le silence était si oppressant que chaque son prenait une ampleur démesurée. Parfois, il me semblait entendre des craquements de branches, comme si quelqu'un marchait tout près de moi. Mais à chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Juste le calme mortuaire et l'obscurité épaisse. Les statues de pierre qui entouraient le cimetière me semblaient de plus en plus vivantes, comme si elles suivaient chacun de mes pas avec des yeux invisibles. Puis, une nuit, les bruits sont devenus plus persistants. Ce n'étaient plus de simples craquements, mais des murmures, des chuchotements à peine audibles. Au début, je me suis dit que c'était le vent, ou peut-être des animaux nocturnes. Mais ces voix, elles semblaient humaines. Des mots indistincts flottaient dans l'air, se mélangeant avec le bruissement des feuilles, comme un souffle lointain qui cherchait à atteindre mes oreilles. Elles venaient de plusieurs directions, mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer qu'elles semblaient converger vers un point précis. L'ancien tombeau, celui que le gardien m'avait averti de ne jamais approcher. Chaque fois que je passais près de cet endroit, les murmures devenaient plus clairs, comme un appel, une invitation discrète mais impossible à ignorer. Le cœur battant, j'accélérais toujours le pas pour m'en éloigner, refusant de céder à cette curiosité qui grandissait en moi. Pourtant, l'idée que quelque chose m'attendait là-bas, quelque chose qui savait que j'étais là, commençait à m'obséder. Une nuit, poussé par cette curiosité incontrôlable, j'ai finalement décidé d'aller voir ce qui se cachait dans l'ancien tombeau. Peut-être était-ce l'adrénaline ou la fatigue, mais je me disais qu'un simple coup d'œil ne ferait pas de mal. J'avançais lentement vers le centre du cimetière, sentant chaque pas devenir de plus en plus lourd. Les murmures semblaient m'attirer, leur intensité augmentant à mesure que je m'approchais. Ils répétaient mon nom, d'abord doucement, presque comme un soupir, puis de plus en plus distincte, comme une voix humaine. Quand j'arrivai enfin devant le tombeau, je sentis un frisson glacial parcourir mon échine. La pierre ancienne était couverte de mousse, craquelée par le temps, mais une étrange aura semblait émaner de l'endroit, comme si le passé lui-même cherchait à se libérer. Je me penchai au-dessus de l'ouverture sombre, ma lampe torche tremblant légèrement dans ma main. À l'intérieur, il y avait un cercueil, isolé et usé. Mon cœur s'arrêta presque en voyant l'inscription gravée sur le bois. Mon propre nom, inscrit en lettres grossières, comme si quelqu'un avait anticipé ma venue. Mon esprit refusa d'abord d'accepter ce que je voyais. J'essayais de rationaliser, de me dire que c'était une coïncidence, un délire. Mais les voix s'intensifièrent, chuchotant mon nom avec une urgence terrifiante, comme si elles cherchaient à m'attirer encore plus près du cercueil. À cet instant, un frisson glacial m'envahit, et je réalisais l'horreur de ce que je venais de découvrir. Mon instinct de survie s'éveilla brutalement, me poussant à reculer. Je tournai les talons pour fuir, mais le sol sous mes pieds sembla se dérober. Une fissure apparut, s'agrandissant en un instant, et je perdis l'équilibre, tombant dans le vide. L'obscurité m'engloutit alors que je tombais, mes cris se mélangeant à un écho sourd.
Je pensais que ma chute ne finirait jamais, que je serais englouti par les ténèbres pour l'éternité. Puis, je touchai enfin le sol, une terre froide et humide, à la limite du supportable. Je me relevai, désemparé, en regardant autour de moi. Il faisait si noir que ma lampe torche n'éclairait qu'un petit cercle de lumière vacillant. Au fur et à mesure que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, je réalisais que je n'étais pas seul. Des ombres se dessinaient autour de moi, des silhouettes figées dans des poses étranges, comme des statues. Des visages déformés, empreints d'une douleur incommensurable, me fixaient avec des yeux vides. Je compris alors que j'étais tombé dans une sorte de caveau, un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Les murmures, maintenant devenus des cris, s'élevaient autour de moi, implorant et suppliant. C'était comme si les âmes des anciens gardiens du cimetière, prisonnières ici, cherchaient à me prévenir ou à me retenir. Avant que je puisse réfléchir, un frisson me parcourut à nouveau. Une voix plus forte, plus claire, se détacha du cœur des murmures. Elle me disait que j'étais maintenant l'un d'eux, que je faisais partie de cette malédiction, que ma destinée était de devenir le nouveau gardien du cimetière. Une terreur sourde s'empara de moi, alors que je réalisais que, si je voulais fuir, il n'y avait plus d'échappatoire. Le temps semblait se dilater dans cet endroit maudit. Je me tenais au milieu de ces âmes tourmentées, tremblant d'effroi et d'incrédulité. Les cris s'étaient transformés en murmures désespérés, une mélodie lugubre répétant inlassablement que je n'échapperais jamais à mon sort. À ce moment-là, je compris que le tombeau n'était pas simplement un lieu de repos pour les morts, mais un piège élaboré, une prison pour ceux qui avaient été choisis pour veiller sur ce cimetière. Je me mis à courir, mais chaque pas semblait m'enfoncer davantage dans la terre, comme si je faisais face à une force invisible qui voulait m'enchaîner à cet endroit. Je cherchais une issue, une lumière, mais il n'y avait rien d'autre que l'obscurité. Les visages autour de moi se contorsionnaient de désespoir, leurs yeux exprimant une profonde souffrance. Ils étaient tous d'anciens gardiens, condamnés à errer ici pour l'éternité. Les murmures se firent de plus en plus insistants et je finis par m'écrouler au sol, accablé par la révélation de ma nouvelle réalité. Je pouvais presque sentir l'énergie sombre du cimetière m'envelopper. Les voix se turent un instant, comme si elles attendaient que je prenne une décision. Puis, une pression immense s'exerça sur ma poitrine et je réalisais que je n'avais plus le choix. Je devais accepter ce rôle qui m'était imposé. Un frisson me traversa lorsque je compris que j'étais désormais le nouveau gardien du cimetière, condamné à surveiller ces tombes, à protéger ce lieu de souffrance éternelle. Mon esprit criait à l'aide, mais mes paroles restèrent coincées dans ma gorge. À cet instant précis, le sol commença à vibrer sous mes pieds, et les visages autour de moi se détendirent, comme s'ils savaient que je n'avais plus d'échappatoire. Je m'étais transformé en ce que je craignais le plus, et le cycle continuait, prêt à capturer la prochaine âme égarée qui oserait s'approcher de cette ancienne tombe. Je m'appelle Élise, et je travaille comme réceptionniste dans une petite clinique vétérinaire. Ce soir-là, je faisais mon tour de garde de nuit. La clinique était étrangement silencieuse, presque trop calme pour être normale, et je sentais une sorte de pression oppressante, comme si l'air était devenu plus lourd. Il était tard, autour de minuit, et dehors, la pluie battait les fenêtres avec une violence qui me faisait frissonner. On aurait dit que même la météo participait à l'atmosphère étrange de cette nuit. À cette heure, il n'y a généralement plus de visites. Seuls quelques animaux hospitalisés restaient dans les cages, tous endormis ou paisibles. Les néons de la clinique émettaient un faible bourdonnement qui résonnait dans le silence, me rappelant que j'étais seul dans ce bâtiment, entouré de murs blancs et de médicaments rangés en rangs rigoureux. Les minutes passaient lentement, comme si le temps lui-même s'était figé, me laissant seul avec mes pensées et ce malaise croissant que je ne parvenais pas à chasser. Je regardais l'horloge, espérant que la nuit passe vite. Mais soudain, un son lourd et sourd retentit du côté de la porte d'entrée. Mon cœur s'arrêta un instant. Personne ne venait à cette heure-ci, encore moins par une nuit aussi terrible. Je sentis une sueur froide glisser le long de ma nuque. Mon esprit essayait de rationaliser. Peut-être un client en urgence avec un animal blessé, rien de plus.
Pourtant, quelque chose en moi me disait que cette nuit ne serait pas comme les autres. La porte s'ouvrit lentement, laissant entrer une silhouette imposante, vêtue entièrement de noir. L'homme semblait presque irréel sous la lumière pâle des néons, sa silhouette longue et droite se détachant dans l'ombre. Il tenait un chien dans ses bras, un grand animal noir, apparemment blessé, qui semblait à la fois apathique et étrangement attentif, comme s'il observait tout autour de lui. Je me redressai, tentant de contrôler la peur irrationnelle qui montait en moi. « Bonsoir, vous avez besoin d'aide ?» demandai-je, la voix un peu tremblante malgré moi. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il me fixait avec un regard froid, presque vide, comme s'il me jugeait, sondant quelque chose en moi que je ne pouvais comprendre. Finalement, il hocha lentement la tête et me tendit le chien, sans un mot. Je pris l'animal avec précaution. Dès que mes mains touchèrent sa fourrure, une sensation étrange m'envahit, comme si un courant glacé traversait mes doigts. En regardant de plus près, je remarquai les yeux du chien. Ils avaient quelque chose d'anormal, d'inexplicablement humain. C'était comme s'il essayait de communiquer, de me dire quelque chose que je ne pouvais entendre. Ses pupilles sombres étaient remplies d'une douleur intense, mais aussi d'une peur palpable. J'essayais de reprendre mes esprits, de me concentrer sur sa blessure. Mais, à chaque fois que je bougeais ma main pour examiner le chien, une douleur fulgurante me transperçait. Elle semblait venir de nulle part et se logeait profondément dans mes os. Presque comme si c'était mon propre corps qui était blessé. Pourtant, il n'y avait aucune raison physique pour que je ressente cette douleur. Mon esprit s'embrouillait, cherchant une explication rationnelle, mais rien ne semblait logique. La douleur devenait insupportable à chaque mouvement que je faisais pour examiner le chien. C'était comme si chaque geste était puni par une brûlure invisible, une lame glaciale me déchirant de l'intérieur. Je regardais mes mains, espérant voir une blessure ou une marque qui pourrait expliquer cette sensation, mais il n'y avait rien. La peau était intacte, alors pourquoi cette souffrance? Le chien me fixait toujours, ses yeux noirs plantés dans les miens, et une étrange pensée me traversa l'esprit. Il souffrait exactement comme moi. Sa respiration saccadée, ses tremblements, tout reflétait ma propre douleur, comme si nous étions connectés d'une manière que je ne pouvais comprendre. J'avais le sentiment que ce n'était pas un simple animal, mais quelque chose de bien plus troublant, peut-être même dangereux. L'homme en noir restait immobile, me surveillant avec une intensité glaçante, un léger sourire en coin. Il ne disait toujours rien, se contentant de me scruter, comme s'il attendait quelque chose de moi. Chaque seconde en sa présence semblait étirer le temps, me plongeant dans un abîme de malaise et de peur. Malgré tout, je tentais une fois de plus de soigner l'animal. Mais à peine ma main effleurait sa blessure qu'une nouvelle vague de douleur me traversa, encore plus violente que la précédente. Je lâchai un cri étouffé, surprise par l'intensité, et je reculai d'un pas. Cette fois c'était clair, quelque chose d'anormal se passait ici, quelque chose qui défiait toute logique. Mon instinct me hurlait de m'éloigner, de fuir cet homme et ce chien, mais mes jambes restaient figées, comme si une force invisible me clouait sur place. Rassemblant mon courage, je relevai la tête vers l'homme en noir, déterminé à obtenir des réponses. « Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demandai-je, ma voix vacillant sous l'effet de la peur. L'homme me fixa un moment, puis un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. Lentement, il se pencha vers moi, ses yeux noirs brillant d'une lueur malsaine, presque inhumaine. « Ce chien n'est pas ce qu'il semble être, » murmura-t-il, sa voix basse résonnant comme un écho sinistre dans la pièce. « Il porte l'âme de ceux qui ont souffert, et bientôt, il ne sera plus seul. » Mon cœur battait de plus en plus fort. Je reculais instinctivement, le souffle court, réalisant peu à peu l'ampleur de ce qu'il insinuait. Mon esprit refusait de croire à cette idée absurde, mais quelque chose en moi savait qu'il disait la vérité. Les yeux du chien semblaient me supplier, remplis d'une terreur que je reconnaissais maintenant. C'était comme s'il me disait que j'étais la prochaine, que mon propre sort était scellé. Une sensation de vertige me prit, et je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas flancher. « Pourquoi moi ?» chuchotai-je, la gorge serrée, alors que l'homme en noir continuait de m'observer, impassible. Il se redressa, et d'une voix plus froide encore, il répondit
Tu as été choisi comme les autres. Cette douleur que tu ressens, elle marque le début de ton voyage. Bientôt, ton âme rejoindra celles qui sont déjà sous ma garde. Un frisson d'horreur me parcourut. J'étais incapable de bouger, figé par la peur, comprenant peu à peu que cet être n'était pas humain. C'était une entité, une créature obscure qui collectait des âmes. Et maintenant, il venait réclamer la mienne. Le cœur battant à tout rompre, je savais qu'il ne me restait qu'une seule option. Fuir. Je lançai un dernier regard au chien, dont les yeux imploraient silencieusement mon aide. Mais je ne pouvais plus rester. Ignorant la douleur lancinante qui continuait de pulser dans mes membres, je me tournai et courus vers la porte sortie de la clinique. Mais à chaque couloir que je traversais, l'homme en noir semblait apparaître, comme s'il connaissait chaque recoin mieux que moi. Peu importait dans quelle direction j'allais, il était toujours là, immobile, son sourire sinistre me poursuivant à chaque détour. Mon esprit sombrait peu à peu dans la panique, les murs autour de moi se refermant comme un piège dont je ne pouvais plus échapper. Je parvins enfin à atteindre la porte principale, mais elle ne s'ouvrit pas. Mes doigts tremblants s'acharnaient sur la poignée, tirant, poussant, mais rien n'y faisait. Un rire bas, presque imperceptible, résonna derrière moi. Je me retournai et le vice, à quelques mètres, m'observant avec ce même regard inhumain. La douleur en moi devint soudain insupportable, irradiant dans chaque fibre de mon corps, comme si quelque chose s'emparait de moi de l'intérieur. Je tombai à genoux, épuisé, sentant que mon âme elle-même glissait hors de mon être, comme si elle était aspirée par une force invisible. Je n'avais plus de force pour lutter. Dans un dernier effort, je levai les yeux vers le chien. Celui-ci me regardait fixement, et pour la première fois, je compris. Il avait été une victime avant moi. Quelqu'un qui avait connu cette même terreur. Dans son regard, je vis mon propre destin. La dernière chose que je ressentis fut le froid glacé qui envahit tout mon être, alors que l'homme en noir s'approchait, ses yeux brillants d'une lueur de triomphe. Et dans ce moment final, je sus que mon âme était condamnée à rejoindre les autres. Piégé, perdu à jamais dans les ténèbres. C'était une nuit comme Azutra, calme et sans surprise dans le supermarché. J'étais seul dans la petite salle de surveillance, entouré de l'éclat froid des écrans de contrôle. La lueur verte des moniteurs projetait des ombres bizarres sur les murs, et le silence était seulement brisé par le bourdonnement constant de la climatisation. Les heures d'ouverture 24 heures sur 24 attirent parfois des clients étranges, des âmes perdues cherchant quelque chose au milieu des rayons. Mais cette nuit-là, c'était différent. L'ambiance était plus lourde, comme si quelque chose d'invisible se glissait dans l'air, rendant chaque seconde plus dense, plus difficile à supporter. Je passais en revue les images des caméras une par une. Les rayons vides s'étendaient, immobiles, dans la lumière blafarde des néons. Je connaissais chaque recoin du magasin par cœur, chaque bruit qui résonnait dans les allées désertes. Mais cette nuit, une sensation d'inquiétude s'infiltrait, comme si quelque chose me scrutait depuis les écrans, caché juste hors de mon champ de vision. J'ignorais d'où cela venait. Peut-être était-ce la fatigue ou l'ennui d'une nuit plus en tête-à-tête avec ces images fixes, ce silence oppressant. Pourtant, malgré moi, je sentais les poils de mes bras se hérisser. Une sensation glaciale me parcourait, m'alertant que quelque chose n'allait pas. Je continuais à surveiller les écrans, essayant de me concentrer pour ignorer cette angoisse grandissante. Soudain, quelque chose attira mon attention sur le moniteur de l'allée des produits ménagers. Une silhouette sombre venait d'apparaître, avançant lentement entre les rayons. Je plissai les yeux, pensant d'abord qu'un client s'était glissé dans le magasin, sans que je m'en aperçoive. Mais en regardant de plus près, je réalisais que cette silhouette était étrange. Elle n'avait pas de contour net, comme si elle flottait légèrement, sa forme floue se confondant presque avec l'ombre des étagères. Ses mouvements étaient lents, irréguliers, presque maladroits, comme si elle avançait dans un autre temps, un autre monde. Mon cœur battait de plus en plus fort. Je changeais de caméra pour suivre cette apparition, mais elle semblait toujours se déplacer vers des zones hors de vue. Apparaissant, puis disparaissant sans raison apparente. Le supermarché était vide. J'avais vérifié moi-même les portes, personne n'était entré.
Et pourtant, cette figure sombre était bien là, glissant dans les allées désertes. Une vague de froid monta le long de mon échine, et une pensée glaçante me traversa l'esprit. Ce que je regardais, là, sur ces écrans, n'avait rien d'humain. Je tentais de me rassurer, de me convaincre que tout cela n'était qu'un dysfonctionnement des caméras ou le fruit de mon imagination fatiguée. Peut-être le supermarché était vide. J'avais vérifié moi-même les portes, personne n'était entré. Et pourtant, cette figure sombre était bien là, glissant dans les allées désertes. Une vague de froid monta le long de mon échine, et une pensée glaçante me traversa l'esprit. Ce que je regardais, là, sur ces écrans, n'avait rien d'humain. Je tentais de me rassurer, de me convaincre que tout cela n'était qu'un dysfonctionnement des caméras ou le fruit de mon imagination fatiguée. Qu'un reflet avait créé cette silhouette, ou que mon esprit, engourdi par la monotonie, inventait des fantômes. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Chaque fois que je changeais de caméra, la silhouette apparaissait de nouveau, toujours un peu plus près de la salle de surveillance, comme si elle savait que je la regardais et se dirigeait vers moi. La silhouette se multiplia. Sur les écrans, j'aperçus d'autres formes, semblables, flottant à travers les rayons comme des ombres sans source. Elles glissaient sans bruit, éthérées, traversant les étagères sans les contourner, avançant d'un pas inexorable vers l'endroit où je me trouvais. Ma gorge se serra et mes mains devinrent moites. Le pire, c'est qu'aucune alarme de mouvement ne s'était déclenchée. Ces présences n'étaient ni des voleurs, ni des intrus. C'étaient des ombres venues d'un endroit où ni la sécurité ni la logique n'ont de prise. C'est alors que je vis quelque chose d'encore plus terrifiant. Sur un écran montrant l'entrée principale, une ombre se tenait immobile, et dans le reflet de la vitre, j'eus l'impression de voir un visage familier. Mon propre Yann sur le sol, immobile, comme un cadavre. Mon sang se glaça. Incapable de détourner le regard, je fixais ce reflet qui me montrait mort. C'était moi, sans aucun doute, étendu à l'entrée comme un corps sans vie. Le visage pâle, les yeux grands ouverts, vides, fixant le néant. Je ne pouvais pas bouger, pris entre l'envie de fuir et la terreur qui me clouait à mon siège. Était-ce une hallucination? Un avertissement? Une panique froide me poussa enfin à me lever. Je quittais la salle de surveillance, la démarche tremblante, comme envoûté par une force obscure qui me conduisait malgré moi vers l'entrée. Chaque pas résonnait dans le silence du supermarché désert. L'écho de mes propres pas renforçant la sensation d'être suivi par quelque chose d'invisible. Les lumières des allées clignotaient faiblement, comme si elles aussi étaient sous l'emprise de cette étrange présence. Quand j'arrivai enfin à l'entrée, la vision me frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Là, étendu sur le sol, se trouvait bien mon corps, exactement comme je l'avais vu sur le moniteur. J'étais face à mon propre cadavre. Mon esprit vacilla entre l'incrédulité et l'horreur pure. Comment cela pouvait-il être possible? Une réalité déconcertante s'imposa à moi. J'étais déjà mort, ou du moins, une partie de moi l'était. Alors que je restais figé devant cette vision macabre, des murmures commencèrent à résonner tout autour de moi. Des chuchotements froids et indistincts qui semblaient s'infiltrer dans mon esprit. Je levai les yeux et vis les mêmes silhouettes qui hantaient les caméras, ces formes sombres et floues, se matérialiser autour de moi, entre les étagères, se rapprochant lentement. Chacune d'elles portait un visage vaguement humain, tordu par une expression de détresse, comme si elles hurlaient sans qu'aucun son ne sorte. Les murmures se transformèrent en une plainte collective, un appel désespéré à l'aide, et je compris alors leur véritable nature. Ce n'étaient pas de simples apparitions, c'étaient les âmes de ceux qui s'étaient perdus ici, des âmes piégées pour l'éternité dans cet endroit lugubre. Et maintenant, j'étais l'un d'eux. Je tentais de crier, de m'échapper, mais mes mouvements étaient lourds, comme si mon corps lui-même me trahissait. Une force invisible m'aspirait vers les autres, m'entraînant dans leur procession silencieuse et désespérée. Je sentais déjà ma conscience se brouiller, mes souvenirs s'effacer, ma propre identité se dissoudre dans cette obscurité glaciale. La dernière chose que je vis fut mon propre reflet dans la vitre de l'entrée, le visage maintenant aussi flou et spectral que celui des autres âmes errantes. Désormais, je n'étais plus qu'une ombre parmi eux, condamné à errer dans les allées silencieuses du supermarché,
à attendre que quelqu'un d'autre prenne ma place. Chaque nuit, la clinique est plongée dans un silence presque anormal. Mais ce soir, quelque chose semble différent, presque oppressant. Je me dirige vers le poste des infirmières, mes pas résonnant faiblement sur le sol carrelé du couloir désert. La lumière blanche, froide et artificielle vacille parfois, projetant des ombres étranges sur les murs. J'ai l'habitude de travailler seul pendant les gardes de nuit, mais cette fois, un frisson inattendu me parcourt l'échine, comme si je n'étais pas vraiment seul. Le lieu a une histoire, on le sait tous. Certains disent que des patients y sont restés bien plus longtemps que ce qu'indiquent les dossiers médicaux. Des bruits de pas que personne n'entend vraiment, des ombres qui se déplacent aux abords de la salle de repos, mais je me dis que ce ne sont que des histoires, des contes que les anciens racontent aux nouveaux pour les effrayer. Pourtant ce soir, l'ambiance est si lourde qu'il m'est difficile de rester rationnel. Je prends une profonde inspiration, essayant de chasser cette sensation étrange qui me serre la poitrine. Les néons bourdonnent faiblement, et l'air est glacial, plus glacial qu'il ne devrait l'être. Je frissonne en ajustant ma blouse. À chaque pas, mon instinct me hurle de faire demi-tour, mais je ne peux pas. C'est mon travail après tout, et je dois veiller sur les patients. Je poursuis ma ronde, scrutant chaque chambre avec attention. Tout est calme, presque trop calme. Mais lorsque je consulte le système pour vérifier les patients présents, un nom attire soudainement mon attention. L. Dupont. Je ne me souviens pas d'avoir vu ce nom sur la liste en début de soirée. Curieuse, je me dirige vers la chambre indiquée. La porte grince légèrement en s'ouvrant, mais le lit est parfaitement vide, les draps intacts, comme s'ils n'avaient jamais été utilisés. Intrigué, je retourne au poste pour consulter à nouveau les registres. Mais cette fois, le nom de L. Dupont a disparu de l'écran. Je reste immobile, le regard fixé sur le moniteur, me demandant si j'ai mal vu. Puis, en l'espace de quelques secondes, le nom réapparaît mystérieusement, et une étrange sensation de froid envahit soudainement la pièce, comme si une présence invisible se tenait juste à côté de moi. Je me retourne brusquement, mon cœur battant à tout rompre, mais il n'y a personne. Les lumières au-dessus de moi commencent à clignoter, projetant des éclats d'ombre qui donnent une allure sinistre au couloir désert. Une sueur froide perle sur ma nuque et je me sens étrangement paralysé. L'idée que quelqu'un ou quelque chose joue avec moi devient impossible à ignorer. À mesure que la nuit avance, les apparitions deviennent plus fréquentes, plus intenses. Je vois des mouvements furtifs au bout des couloirs, comme des ombres qui glissent hors de mon champ de vision. Je suis certaine de voir par moments la silhouette d'un homme. Une forme pâle, à peine éclairée par les néons vacillants, disparaissant toujours avant que je puisse distinguer son visage. Chaque fois que je tente de le suivre, une sensation glaciale m'envahit, presque suffocante, m'obligeant à m'arrêter, les jambes tremblantes. Mon cœur bat à tout rompre, et je sens la panique monter en moi. J'essaie d'allumer les lumières principales pour chasser ces ombres angoissantes, mais elles ne répondent plus. Les lumières de secours clignotent faiblement, projetant sur les murs des ombres déformées qui semblent se mouvoir d'elles-mêmes. Je tente d'appeler mes collègues à l'aide, mais les lignes téléphoniques sont muettes, et l'écran des caméras de surveillance est figé sur une image vide et inquiétante du hall d'entrée. Chaque pas que je fais est un défi. L'air autour de moi devient de plus en plus glacé, et cette sensation de présence, invisible mais oppressante, semble se resserrer autour de moi. Mes mains tremblent, tandis que j'avance dans les couloirs sombres, cherchant désespérément une explication logique. Mais au fond de moi, je sens que la logique a quitté cet endroit depuis longtemps. Dans un ultime effort pour comprendre ce qui se passe, je décide de plonger dans les archives de la clinique. Je navigue frénétiquement à travers les dossiers, scrutant chaque nom, chaque date, espérant trouver une réponse. Finalement, après de longues minutes, je tombe sur le dossier de L. Dupont. Mon cœur rate un battement lorsque je découvre que cet homme est décédé sur la table d'opération il y a plus de 20 ans. Une chirurgie qui a mal tourné, une vie qui s'est éteinte trop tôt. La révélation m'étourdit. J'essaie de rester rationnel, mais un frisson d'effroi parcourt ma colonne vertébrale. Tout s'éclaire dans mon esprit. Les lumières clignotantes, la présence glaciale,
ce sentiment d'être observé. Je réalise alors que L. Dupont n'est pas simplement un patient. Il est un esprit errant, piégé dans cette clinique, revivant sans cesse les derniers instants de sa vie. Avec une détermination nouvelle, je me dirige vers le couloir où j'ai souvent aperçu la silhouette. À chaque pas, l'air devient plus froid, et une terreur sourde s'installe dans ma poitrine. Lorsque j'atteins le bout du couloir, je sens une forte pression, comme si quelque chose me retenait. Je ferme les yeux, respirant profondément, et je tente de l'appeler. L. Dupont, est-ce vous? Dans un fracas de lumière et de ténèbres, il apparaît devant moi. Je vois maintenant son visage, pâle et marqué par la douleur. Ses yeux suppliants me scrutent, me demandant de l'aider. C'est à ce moment-là que je comprends l'horreur de ma situation. Je suis condamné à revivre cette nuit indéfiniment, piégé dans un cycle sans fin où je ne pourrai jamais le sauver. La réalité s'effondre autour de moi alors que je réalise l'ampleur de ma situation. Le visage de L. Dupont, à la fois désespéré et suppliant, reste gravé dans mon esprit. Chaque fois que je tente de quitter cette clinique, une force invisible me ramène en arrière, me plongeant de nouveau dans l'obscurité de cette nuit sans fin. Mon esprit se débat avec l'horreur de savoir que je suis devenu, à mon tour, une ombre dans ces murs. Les lumières vacillent à nouveau et je me retrouve face à la porte de la salle d'opération, l'endroit où tout a commencé. Les souvenirs des cris, des appels à l'aide et des gestes désespérés de mes collègues flottent dans ma mémoire. Je touche la poignée de la porte, mais lorsque je l'ouvre, la pièce est figée dans un tableau cauchemardesque. Des instruments chirurgicaux scintillants, des ombres dansantes sur les murs, et l'écho lointain de murmures inintelligibles. Je comprends alors que L. Dupont n'est pas seul. D'autres âmes perdues se joignent à lui, emprisonnées ici, revivant éternellement leurs dernières heures. Je suis désormais l'une d'elles. Chaque nuit, chaque tournée, je suis condamné à revivre cette même histoire, cette même douleur, incapable de trouver la paix. Les lumières clignotent une dernière fois, et je me retrouve à nouveau dans le couloir. Le visage de L. Dupont s'estompe lentement. Je hurle, mais personne ne m'entend. La clinique, avec son ambiance pesante et ses secrets, est devenue ma prison. Je suis prise dans un cycle de désespoir, une infirmière perdue dans le temps, condamnée à revivre cette nuit fatidique encore et encore, sans jamais pouvoir échapper à cet enfer. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.